Aujourd'hui avec Hélène Carrère-Dancos à l'occasion de l'exposition Paris-Saint-Pétersbourg qui se tient en ce moment aux Invalides, le tsar qui fit reculer Napoléon, Alexandre Ier. Hélène Carrère-Dancos, bonjour. Bonjour. Alors pour le tricentenaire de la ville de Saint-Pétersbourg, vous êtes membre du comité d'honneur d'une très belle exposition qui se tient en ce moment aux Invalides, un Paris-Saint-Pétersbourg où quand la Russie parlait français, une exposition due à Vladimir Potanine qui a rassemblé à Paris des objets français et russes du début du 19e siècle, l'époque où Napoléon et l'empereur de Russie, Alexandre Ier, se faisaient la guerre. Alors Alexandre Ier, qui a vaincu Napoléon, qui a régné 25 ans sur la Russie, est pourtant beaucoup moins connu que d'autres tsars, comme Pierre le Grand ou comme Catherine II. Et vous dites pourtant, Hélène Carrère-Dancos, qu'il occupe une place considérable dans l'histoire de la Russie. Il occupe d'abord une place psychologique, si vous voulez, ou sentimentale. On l'a appelé le sphinx de la Russie, car c'est un personnage très mystérieux dans toute sa vie. Il était mystérieux par son tempérament, il a été mystérieux par sa fin, on pourra y revenir, puisque au fond, on ne sait toujours pas comment il est mort. Une sorte de mystère plane on ne sait pas s'il est mort là où il est mort, ou s'il a vécu plus longtemps sous la défroque d'un sage. Il était mystérieux aussi parce qu'il a un double visage, et c'est là qu'on l'appelle le sphinx. Il était à la fois un homme de paix, en même temps il a été un grand guerrier, ou en tout cas ses armées ont été à l'œuvre pratiquement pendant tout le règne de Napoléon. Et il est mystérieux parce qu'il était à la fois animé d'idées avancées, d'une certaine façon comme sa grand-mère Catherine II, et dans le même temps, aucune de ces idées avancées n'a été portée dans la réalité. Et puis alors, il monte sur le trône à 24 ans, en 1800, au tout début du 19e siècle, et hanté par la mort de son père, Paul Ier, le fils de Catherine II, qui est un remords pour lui parce qu'il était mêlé. C'est peut-être lui qui a fait tuer son père pour régner. Alors je ne dirais pas qu'il a fait tuer son père, mais clairement, ce que l'on sait, c'est qu'il était au courant. C'est pas lui qui a organisé le complot, si vous voulez. D'abord, il y a une chose dont il faut se souvenir, c'est que Catherine II voulait écarter son fils du trône parce qu'elle pensait qu'il serait incapable de régner. Elle avait choisi son petit-fils Alexandre, qui était son petit-fils préféré, dont elle avait assuré l'éducation. Et elle n'a jamais pu obtenir d'Alexandre un accord véritable à ce qui était de sa part à elle un complot. Cela dit, Paul Ier est monté sur le trône pratiquement par accident, parce que sa mère est morte trop tôt. Elle avait fait un testament pour l'écarter en faveur d'Alexandre. Tout ça, Alexandre le savait. C'est là sa personnalité mystérieuse aussi. Et le père règne pendant 5 ans, de 1796 à 1801, dans une impopularité totale. Il se comporte d'une façon qui exaspère le pays. Il veut germaniser toute la Russie. Et le résultat de ça, c'est que l'idée de l'écarter du trône, elle est vivante, et notamment chez tous ceux qui ont été auprès de Catherine II déjà témoins de son désir de l'écarter. Et un complot se trame avec celui qui avait été le chancelier de Catherine II, le vieux chancelier Nikita Panine, le comte Pahlen, c'est-à-dire les plus grands hommes de l'Empire, et Alexandre II le sait. En tout cas, il en profite puisqu'il monte sur le trône donc en 1801, très populaire peut-être parce que son père, Hélène Carrère-Dancos, n'était pas populaire du tout, et aussi parce qu'il est pétri d'idées libérales. C'est un tsar qui, au moment où commence son règne, veut réformer la Russie, qui a même de la sympathie pour la Révolution française, qui est pratiquement contemporaine. On dit que c'est parce qu'il a été élevé par un Suisse, lui-même républicain, qui était l'Arpe. Oui. Encore que il faut dire une chose, c'est qu'une fois Alexandre Ier sur le trône, l'Arpe lui donne des conseils contradictoires. En 1804, il lui écrit « Sire, vous devez être un souverain absolu ». C'est-à-dire qu'il lui prône une monarchie absolue. C'est un personnage très ambigu lui aussi. Mais il était aussi l'héritier de Catherine II, en ce sens, les idées avancées étaient les siennes. Il a été entouré, il a beaucoup, je dirais, fréquenté les sociétés secrètes, et il met tout de suite en avant une génération d'hommes jeunes. Il écarte les comploteurs après 1801, il met en avant une génération d'amis qui sont tous des esprits libéraux. Et de surcroît, ce qui est extrêmement important, il a l'idée de réforme il voit tous les problèmes que son père n'a pas résolus, que Catherine II n'avait pas su résoudre, et il veut changer la Russie. Il admirait la Révolution, mais il a été très heurté, je dirais, par la montée vers le pouvoir absolu de Napoléon. C'est ça qui a été... Au départ, Bonaparte lui était un petit peu sympathique, de la même façon que Catherine II avait entrevu quelque chose comme Bonaparte. Mais à partir, je dirais, du moment où Napoléon Bonaparte devient premier consul, s'arroge des pouvoirs considérables, et surtout, à partir du moment où il manifeste cette volonté de remodeler l'Europe, alors pour Alexandre Ier, c'est le retour à ce que la Russie a toujours craint. La Russie a tout de même, au XVIIIe siècle, acquis une place internationale, et le désir de Napoléon, c'est de balayer l'Europe de son autorité. Et c'est cela qui explique
je dirais qu'il se tourne, parce qu'il a beaucoup hésité, si vous voulez. Il y avait une sympathie française chez Alexandre. Mais il revient aux alliances traditionnelles, précisément parce qu'il s'agit de barrer la route à cet ambitieux dont il pressent que si on le laisse faire, c'est toute l'Europe dont il fera son champ d'action. Puis il y avait aussi un souci, c'était l'affaire polonaise. Absolument. Napoléon était prêt à restaurer une Pologne indépendante, ce dont ne voulait absolument pas Alexandre Ier. Dans le cours des relations entre la Russie et la France, la Pologne retrouvera une certaine marge d'action, puisque même si à la fin, Alexandre Ier se fera roi de Pologne. Mais on peut dire que pour Alexandre Ier, les conquêtes du XVIIIe siècle étaient acquises. La Pologne, la partie de la Pologne qui était russe, et la reconstitution d'une unité polonaise n'était pas pensable. C'était l'entrevue de Tilsit entre Napoléon et Alexandre Ier le 25 juin 1807, et garde en cause le début de 5 ans de paix entre la France et la Russie qui, on vient de l'entendre, se partagent l'Europe en deux. Oui. C'est presque Yalta au XIXe siècle. Oui, tout à fait tranquillement, avec tout de même beaucoup d'arrière-pensée. Car, si vous voulez, Alexandre, et on l'a très bien vu dans les dialogues entre Alexandre et Napoléon, Alexandre était très marqué par les idées, vous l'avez dit vous-même, de la Révolution française. Il appelait d'ailleurs Napoléon dans leur rencontre citoyen, ce qui mettait Napoléon tout à fait hors de lui. Napoléon lui disait, ça ne se dit plus. Mais ça montre bien que pour Alexandre, le désir de faire affaire avec Napoléon, c'était de faire affaire avec l'homme, l'héritier de la Révolution française, c'est-à-dire avec un homme sans grandes ambitions internationales. Et ce partage, pour Alexandre, ça ne marche qu'à condition que la France limite toutes ses ambitions. Or, il faut bien dire que Napoléon a tout de même une idée, qui est celle d'avancer sur la Russie. Et ça sera la grande expédition de 1812. Cela dit, il offre cette paix durant 5 ans, il offre 5 ans de répit à Alexandre Ier, dont les troupes étaient en très mauvais état. Oui, c'est ça. Et on dit justement que c'est Alexandre, d'une certaine manière, c'est un marché de dupes gagné par Alexandre, qu'il était assez retors, en fait, ce personnage. En tout cas, très rusé. Piéger Napoléon, c'est pas simple. À la fois, il souhaitait une véritable paix. Et en même temps, alors ça, on le voit par les archives, il était convaincu que ça ne serait pas possible. Et il y a tout de même une obsession chez Alexandre. C'est l'obsession d'une France qui a toujours considéré que la Russie ne devait pas dépasser certaines limites. Alexandre avait renoncé à beaucoup de choses. Il a tout de même renoncé à la fin du règne de son père, aux expéditions vers l'Inde, à toutes les grandes ambitions. Mais il ne peut pas aller plus loin, si vous voulez. Et même la question de Constantinople, dont il a débattu avec Napoléon, Napoléon disait, non, Constantinople, jamais. Alors Constantinople, c'est un rêve russe. C'est vrai que toutes les réformes qu'il voulait au début de son règne, notamment l'abolition du servage, n'ont jamais été menées à bien. C'était un peu un velléitaire, comme on vient de l'entendre. Pas totalement. Je vais vous dire, le commentaire, c'est que il fallait tout faire en Russie, des réformes politiques et des réformes sociales. Il a mis l'accent sur le politique. Il ne faut tout de même pas oublier qu'il a supprimé les interdictions de circuler, qui avaient été très fortes sous le règne de son père, qu'il a supprimé la censure, et tout ça, ça marque son règne, qu'il a confié, il a été sorti Raditchev, le symbole, si vous voulez, de l'opposition révolutionnaire, il a été sortir de son enfermement, et il lui a confié un grand service de réflexion. Donc, le politique a été son obsession. Et il a d'une certaine façon pensé qu'à travers le politique, il arriverait à changer les choses. Alors, le servage, il n'est pas le premier à s'être heurté à ça. Catherine II avait réfléchi au problème, et il voit très bien qu'il est très difficile. On a évoqué tout à l'heure les désastres militaires. L'armée russe était dans une situation très faible. Il fallait beaucoup d'argent pour ça. Transformer le servage à ce moment-là était extraordinairement difficile. Il a donc pensé, si vous voulez, que c'est à travers le politique qu'il pourrait faire des transformations sociales un petit peu plus tard. Et après tout, il est monté sur le trône en 1801, il se donnait le temps. Mais dire que c'était un velléitaire est plus compliqué. C'est la question du servage, il l'a étudiée, mais il n'est pas pu aller plus loin. Puis surtout, il y avait la guerre qui était tout le temps là. Qui reprend en 1812 lorsque Napoléon envahit la Russie, bousculant l'armée d'Alexandre Ier jusqu'à Moscou. Je crois que Alexandre Ier n'avait pas respecté quelque chose qui était très important pour Napoléon, c'était le blocus continental. Absolument, parce que Napoléon voulait lui imposer des conditions draconiennes, et notamment même de ne pas alimenter les neutres, un blocus total. Et c'est ça qui a mis Napoléon hors de lui, et qui lui a fait considérer qu'il ne pouvait s'en sortir qu'à condition de rompre. Mais je voudrais dire quelque chose. Que le blocus continental, vous interromps, c'était en fait le moyen pour le continent, si Napoléon parvient à cela, d'asphyxier le véritable ennemi de la France, qui était l'Angleterre. Il fallait l'isoler complètement. Tout à fait. Mais alors ce que je voudrais dire, c'est que lorsque des troupes étrangères arrivent à Moscou, ce qui s'est passé en 1812, ça s'est passé de la même façon en 1941, puisque vous évoquiez le parallèle avec Staline. Alors là, le pouvoir a le sentiment que la Russie n'existe plus. Et c'est ce qui s'est passé pour Alexandre Ier. Il y a eu une panique. Rostopchine, qui était gouverneur de Moscou, lui a télégraphié, lui a dit « la Russie n'existe plus ». Et ce qui est extraordinaire, et il y a eu ce sentiment d'effondrement, même
d'impossibilité de lutter. Le miracle, ça a été l'incendie de Moscou. Et puis ça a été l'hiver qui a conduit... Et puis surtout la mobilisation de tous les Russes. Ah, mais vraiment... À Austerlitz, ils se battaient à l'étranger, il n'y avait pas non, mais là d'intérêt c'était direct. sur leur sol. Là c'était sur leur sol, c'est comme en 41. C'est pour ça que j'évoquais ça, c'est parce qu'il y a eu ce sentiment que si l'ennemi n'était pas chassé, la Russie n'existait plus. Et c'est ce qui s'est passé exactement aussi en 1941. Avec, après Moscou, Napoléon qui rentre en France en octobre 1812, la retraite de Russie. Voilà, et qui est pourchassé par les troupes russes. Ça, c'est aussi une innovation extraordinaire. Et cela jusqu'à Paris, donc, où les Russes, les Cosaques, avec à leur tête Alexandre Ier, font leur entrée. Alexandre Ier a fait quelque chose, car on évoquait sa personnalité, il a une personnalité très mystique, hein, et il a fait dire une messe sur ce qui est aujourd'hui la place de la Concorde. Une messe orthodoxe, c'est une affaire extraordinaire, vous savez. Mais il est le personnage principal de ce fameux congrès de Vienne qui, pendant un siècle, va définir l'Europe après Napoléon. Et ce qu'il veut définir, c'est une organisation des forces à l'intérieur de l'Europe, un équilibre des forces européennes et une sorte de concert européen qui garantisse la paix. Il parle de paix, de désarmement très en avance sur son temps. Hein. Mais dès le début de son règne, il a toujours eu l'idée, mais si vous voulez, il y avait eu l'idée de la Ligue des neutres que la Russie avait patronnée au XVIIIe siècle, etc. Il est l'héritier de toute une tradition qui essaye d'établir un équilibre européen sous patronage russe. Ça, il a été formé à cela. Et à la tête d'une Russie dont l'expansion atteint des limites maximum. Il va dans le Caucase, c'est le début déjà, depuis un certain temps, au fond de la crise tchétchène actuelle. Hein, les Russes atteignent le Caucase. Ils vont même, dites-vous, c'est extraordinaire, ça je ne le savais pas, sur le continent américain, l'Alaska appartient aux Russes, et il y a même des comptoirs russes à l'époque d'Alexandre Ier en Californie. En Californie, il y a eu une expansion russe en Amérique qui était très importante, et malheureusement, l'Alaska, après, a été bradé, parce que les Russes considéraient qu'il n'y avait pas de continuité territoriale, et que par conséquent, on ne pouvait pas défendre ce territoire. Mais ça n'est pas du tout la conception d'Alexandre Ier, de même que sa conception, il a abandonné l'idée de la campagne vers l'Inde, parce qu'il estime que là, il se heurte aux Anglais, et que c'est trop dangereux. Oui, parce qu'ils avaient envisagé ça, effectivement. Absolument, l'expédition était commencée, c'est lui qui a arrêté les troupes, mais en revanche, le Caucase, alors là, il le tient complètement. C'est l'origine de la guerre du Caucase qui va durer une partie du XIXe siècle et dont, en effet, la question tchétchène est issue puisque les Tchétchènes ne se résigneront pas à la défaite de 1856. Alors, Alexandre Ier, vous nous l'avez dit, est mort en 1825, à l'âge de 48 ans, assez jeune, dans des conditions tellement mystérieuses que, effectivement, on a dit pendant longtemps qu'il survivait en la personne d'un moine qui s'appelait Kouzmitch. C'est assez extraordinaire. On a vu ça déjà dans l'histoire de la Russie, mais c'est assez frappant. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est qu'il était malade. Il est parti à Taganrog avec sa femme parce qu'elle était très souffrante et lui-même était en très mauvaise santé et il parlait d'abdiquer sans arrêt. Il se plaignait au fond du poids du règne, de ce qu'il n'avait pas pu faire. Et puis d'une certaine façon, il était de plus en plus mystique et il est certain que la mort de son père le travaillait. Bon, il meurt et quand il est mort, on a ramené son cercueil dans la capitale, mais il y a eu toute une thèse selon laquelle il n'y avait personne dans le cercueil. Et le moine, quand il est apparu 10 ans plus tard. Et c'était un sage qui était du côté de Perm, et beaucoup de gens allaient le voir. Et au fond, il y a eu un débat pendant très longtemps. Est-ce que Kouzmitch était Alexandre Ier ou pas? Actuellement, les historiens russes, parce qu'il faut le savoir, c'est un débat qui est ouvert jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie, et absolument, c'est ça qui est passionnant. Aujourd'hui, grâce au test ADN, les historiens russes ont introduit une demande auprès du gouvernement, parce que ça coûte très cher, pour qu'on ouvre le cercueil, pour qu'on regarde, et qu'on regarde avec un test ADN qu'est-ce qui est enterré là-dedans, ou le cercueil supposé d'Alexandre Ier, ou le cercueil du moine. Alors vous-même, vous n'avez pas écrit de biographie d'Alexandre Ier, mais on le retrouve dans la biographie de Catherine II, que vous avez écrit chez Fayard. Catherine II, un âge d'or pour la Russie. Catherine II qui était sa grand-mère.